que ça marche, si. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, merci d'être présents aussi nombreux ce soir. C'est vraiment très... Bicom est très honoré de vous recevoir ce soir. Mes premiers remerciements vont évidemment à Camille et Hugues qui co-organisent de manière quasiment métronomique ce meet-up depuis longtemps maintenant. Je remercie aussi vivement Jean-Émile, sans qui l'initiative n'aurait jamais pu aboutir. Pascal, qui aujourd'hui nous retransmet directement sur YouTube. Et puis évidemment nos deux invités de marque, donc Vincent Touvenot et puis Amine, qui vont nous parler des GAN. Alors, je profite de la tribune qui m'est offerte ce soir pour vous décrire un petit peu ce qui se passe chez Bicom en termes d'intelligence artificielle. Les activités d'intelligence artificielle, à proprement parler, ont commencé depuis assez longtemps, en définitive, chez Bicom. Mais il se trouve qu'il y a une réorganisation très récente, qui date du mois d'avril, dans laquelle toutes ces activités-là se sont concentrées dans un laboratoire qui s'appelle Laboratoire Intelligence Artificielle, dont je suis responsable, ce qui permet aujourd'hui d'en parler avec plus de facilité. Donc, pour vous situer les grandes tendances du laboratoire, en tout cas les sujets sur lesquels on travaille, ils sont extrêmement diversifiés. Ils touchent à peu près tous les sujets que traite Bicom, qui sont très nombreux. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. On traite en particulier de facteurs humains, donc d'aspects physiologiques et psychologiques. On traite de placement de stratégie optimale pour placer, en l'occurrence, des machines virtuelles dans les data centers. On traite d'imagerie et de vision 3D, c'est ce que va présenter Amine ce soir. On traite également de sujets liés à la prédiction du flux aux urgences, la prédiction de la demande dans les data centers. On traite parallèlement de systèmes de détection d'anomalies pour la cybersécurité. Et puis de traitement du langage naturel pour les applications les plus classiques. Alors en l'occurrence, pour le traitement du langage naturel, il s'agit d'applications qui sont potentiellement liées à la génomique. Voilà. Et puis en dernier lieu, on traite également de sujets plus conventionnels, je dirais, il y a du traitement de signal plus habituel, mais pour lesquels l'intelligence artificielle a beaucoup de choses à dire. Il s'agit d'amélioration des traitements de 5 et 6G pour les radiocommunications. Donc voilà, je vous ai brossé un portrait très très large de ce qui est fait chez Bicom. L'équipe est en train de se construire, elle est constituée d'éléments extrêmement talentueux. On espère vous en faire la démonstration ce soir. Merci encore à tous, et puis je souhaite que le cocktail qui suivra sera l'occasion d'avoir des interactions extrêmement fructueuses. Merci à tous. À toi, Amine. Moi, je vais essayer sans micro. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Non. Okay. C'est raté. Donc, rebonjour à tous. Merci d'être là nombreux aujourd'hui. Ma présentation va porter principalement sur les génératifs adversarial nets. On va essayer de les comprendre à travers des applications de génération d'images réalistes. Donc, déjà, ce domaine-là, il devient depuis quelques années très intéressant. Il y a un moment, Yann Lequin qui a dit quelque chose à propos de ça. C'était une idée assez originale par rapport à ce qui se faisait dans le machine learning d'une manière globale et classique. Il avait dit que c'est une des domaines qui va devenir très, très tendance et où on va passer énormément de recherches là-dessus. Donc, pour pouvoir justement aborder ce sujet-là, les GAN, je vais essayer de répartir ma présentation sur 3 points principaux. Donc, rappeler quelques fondamentaux, savoir le machine learning discriminatif et génératif, parce que les GAN fait partie de la famille générative non supervisée. À partir de là, on va rentrer dans le vif du sujet, donc comprendre le fonctionnement, quelques applications, en passant par les limitations aussi, et finir par un point très important qui connaît énormément d'activités aujourd'hui en termes de recherche, à savoir le démêlement des GAN pour voir comment pouvoir les interpréter. Voilà le plan de ma présentation. Donc déjà pour rappeler l'analogie entre le discriminatif et le génératif, je vais d'abord parler de l'apprentissage automatique discriminatif à travers un problème de classification classique. Ça aurait pu être de la régression, mais juste pour avoir un petit support et
et l'utiliser pour le discriminatif. Donc, je rappelle un problème de classification classique. On a des données d'entrée avec une certaine dimensionnalité D, avec des informations qui vont avec, on appellera les labels. Ici, là, ils sont discrets, donc c'est un ensemble discret de classes. Et en fait, dans ce problème-là, ce qu'on cherche, c'est une fonction inconnue qui représente la probabilité qu'une certaine classe se présente suivant l'apparence du signal. Donc, dans notre cas, X. Souvent, cette fonction-là, elle est inconnue et pas du tout évident de l'imaginer de manière analytique. C'est pour ça qu'on va utiliser l'apprentissage qui suggère à essayer d'utiliser un modèle approximatif paramétré par θ qui va essayer d'approximer au mieux cette fonction P de C sachant X. Et donc là, l'exemple que je donne, c'est un exemple basé sur les champs aléatoires. Introduit par Leo Breiman en 2001. Et en fait, je veux juste dire que ces paramètres-là, θ, l'optimisation va se porter sur ça, et on va utiliser les informations qui vont avec les données. C'est pour ça que c'est supervisé. Alors, il faut savoir que justement, ce modèle approximatif, il n'y a pas que les random forest. Aujourd'hui, il y a tellement d'algorithmes qui existent dans la communauté. Donc j'ai essayé de répartir à peu près, mais ce n'est pas la seule manière de les répartir. On peut trouver par exemple les fonctions neuronales avec la régression logistique jusqu'au réseau de neurones conventionnels, convolutifs. Les méthodes dites d'ensemble, ça peut être ici le random forest, le boosting, etc. Et beaucoup d'algorithmes. Donc juste pour rappel, les random forest ici, pourquoi on dit que ça fait partie de la théorie des ensembles? Parce que en fait, on va avoir ce qu'on appelle les weak linears, ou plusieurs classifieurs à la fois, et en fait, c'est pour il est constitué de plusieurs arbres de décision qu'on va essayer de moyenner. Ici, dans le cadre de la classification, on va prendre le vote majoritaire sur la classe qu'on cherche en question, et on va voir notre sortie finale. Ça, c'est un peu le mode test, comment on les utilise. Par contre, pour l'optimisation, j'ai dit tout à l'heure, je vais dire que quelques mots, parce qu'on va beaucoup parler de l'optimisation et comment fixer ces paramètres-là, θ optimaux, qui nous permettent de mieux approximer la fonction. Ici, là, généralement, pour ce genre de technique, on utilise des fonctions objectives qui sont contraintes par les classes, et en fait elles sont de type anthropique. Ici là, pour l'exemple d'avant de ce que vous avez vu, c'était à chaque fois des séparations linéaires. En réalité, c'est des arbres à une profondeur égale 1 et avec une séparation linéaire. Donc pour faire ça, en fait, l'idée d'utiliser des fonctions anthropiques, c'est à chaque fois qu'on arrive à un nœud de l'arbre, on va essayer de séparer les données qui vont avoir une certaine dimensionnalité. Ici, c'est une dimension égale 2. Et on va essayer de maximiser en fait le gain d'information, ou du coup minimiser l'entropie dans la séparation. Ce qui veut dire qu'on va essayer à chaque fois d'avoir dans chaque nœud un minimum de classes. Donc, par exemple, ici, à chaque fois, on voudrait que ça on retrouve que avec des rouges, que avec des jaunes. Et ce process-là, en fait, on va par exemple, quelques séparations qu'on pourrait trouver pendant le process d'optimisation, et on calcule le gain d'information. On voit que la meilleure séparation, c'est la séparation qui maximise ce critère d'optimisation qui est le gain d'information, et du coup on s'arrête à ce paramétrage-là. Donc on va répéter ce process-là sur tous les nœuds jusqu'à atteindre une certaine profondeur, et puis on dit que notre arbre a été entraîné. Ensuite on va l'utiliser pour le test. Voilà un peu ici, du coup, l'apprentissage discriminatif, c'est en quelque part une fonction approximative qui va prendre les fonctions les données de départ, les projeter sur un espace projectif qui vont mieux, du coup, représenter la séparation de ces données-là. Dans l'autre cas, c'est le machine learning ou l'apprentissage automatique génératif. Ici, là, je vais le dérouler sur un problème d'estimation de densité ou de distribution. Là, par contre, on a pareil un jeu de données d'entrée avec une certaine dimensionnalité, sauf qu'ici, on n'a aucune information sur les données. Donc, on est dans un cas non supervisé. Par contre, on met un a priori assez fort, c'est le nombre de clusters ou le nombre de nuages qu'on va retrouver. Ici, par contre, ce qu'on cherche, c'est plus
la probabilité qu'une classe, sachant une apparence de signal ou X, c'est plutôt la distribution qui a permis de générer ce genre de données. Donc c'est P de X. Et pareil, c'est une fonction qui est inconnue et très compliquée à imaginer. C'est pour ça que du coup, on va utiliser un modèle approximatif H, pareil, qui va paramétrable par θ. Donc ici, là, dans cet exemple-là, ce qui est donné, c'est un mélange de Gaussienne, une mixture Gaussian model, qui permet justement de capturer cette distribution-là. Donc, je vais juste, pareil, dire qu'il n'y a pas que les GMM qui sont dans l'état de l'art, il existe beaucoup. Par exemple, ouais, dans la famille neuronale, on peut trouver les auto-encodeurs, les VAE pour variationnel auto-encodeur, ou les GAN, qui sera notre sujet aujourd'hui. Les théories des ensembles, les random forest peuvent jouer aussi ce rôle-là. Et les méthodes dites à base noyau, par exemple les radial basis functions, par exemple. Donc pareil, comme j'ai fait pour le discriminatif, je vais juste dire quelques mots comment on optimise ces paramètres-là, θ, pour le modèle GMM. C'est au lieu de se baser, en fait, il y a une analogie entre minimiser un critère anthropique ou maximiser la vraisemblance. Ici, à chaque fois, en fait, une fois qu'on a fixé le modèle qui va essayer d'approximer cette distribution-là, on va fixer certains de ces paramètres. Ici, là, par exemple, le nombre de Gaussiennes qui va correspondre au nombre de nuages qu'on va chercher. Et en fait, à chaque fois, on va calculer la vraisemblance que ces points-là, ils sont vraiment générés par ces distributions-là. On va réitérer sur les paramètres en fonction justement de cette vraisemblance-là, jusqu'à ce qu'on arrive à maximiser ce critère-là. Et quand ça ne bouge pas beaucoup, on dit qu'on a convergé et les paramètres θ du modèle sont optimisés et donc le H est entraîné. Ensuite, on va par exemple le réutiliser, par exemple ce modèle-là comme un moyen de régénérer des données derrière, dites synthétiques, en perturbant un peu ces paramètres-là. Donc ces modèles-là, ils peuvent être utilisés à la fois pour la discrimination, mais aussi pour générer des données synthétiques qui peuvent être utilisées derrière pour l'apprentissage. Alors, juste avant, du coup, pour situer le GAN, il y a ensuite, justement, une proposition d'utiliser des modèles approximatifs beaucoup plus complexes qui ont une flexibilité beaucoup plus grande, donc atteindre des non-linéarités beaucoup plus importantes. Par exemple, des fonctions neuronales de type profonde qui vont jouer ce rôle-là. Et donc, on parle de Deep Generative Learning. Et en fait, du coup, les GAN font partie de cette famille-là. C'est un moyen d'approximer une distribution de données, mais avec des fonctions neuronales profondes, tout simplement. Donc, voilà, petit rappel. Donc, maintenant, le GAN, ça a été introduit en 2014 par Ian Goodfellow. Et le but de cette technique-là, c'est de pouvoir justement approximer une distribution de données de telle manière à ce que, une fois qu'on l'utilise pour la génération, les données qui en sortent seront indiscernables par rapport à la distribution réelle. C'est-à-dire que les données synthétiques seront très comparables en termes de réalisme par rapport aux données de base de données réelles. Ici, par exemple, ce que vous voyez, le G, c'est notre fonction qui va essayer d'approximer la distribution. On l'augmente avec un certain bruit Z, avec une petite dimensionnalité, et générer un contenu. Ici, c'est une image, G de Z, qui va être très, très, très proche des données réelles de notre base de données qu'on va utiliser. Voilà un peu le but ultime des GAN. Mais pour ce faire, ils vont utiliser un paradigme assez dans la communauté de l'apprentissage automatique. Donc, je vais développer comment ils vont capturer cette distribution-là. En fait, ce générateur-là, on va lui associer un discriminateur on va dire instrumental qui va
qui va jouer un certain rôle juste temporaire. En fait, on va disposer des données réelles d'apprentissage. Dans notre cas, par exemple, on peut se focaliser sur les images de visages de personnes. Et on va disposer aussi des sorties du générateur qu'on va appeler des données fausses ou fake, GZ. Et en fait, le rôle de ce discriminateur-là, pour un G donné, pour un générateur donné, et va essayer de classifier correctement à chaque fois les données qui viennent de la vraie base de données, à savoir D de X, et classer aussi correctement les données qui viennent de générateurs, à savoir des données fake. Donc concrètement, ça revient à maximiser ces critères-là moyens. Donc à chaque fois dire que D de X va vers 1 et D de Z va vers 0. Donc maximiser toute cette expression-là revient à dire que le rôle du discriminateur ne se laisse pas duper par le générateur. À chaque fois qu'il lui génère une donnée, il faut qu'elle soit automatiquement classifiée en 0. Par contre, les données qui viennent de la vraie base de données, elles, par contre, c'est 1. Et de l'autre côté, le générateur va être entraîné de telle manière à ce que lui, il va tromper le discriminateur. À savoir, la deuxième partie de l'expression de tout à l'heure va plutôt être égale à 1. Donc, minimiser cette expression-là revient à dire mettre D de G de Z vers 1. Donc là, on voit tout de suite un aspect adversaire, deux agents qui vont jouer un jeu où un va toujours ne pas se laisser duper par G, donc faire ce rôle-là. Et le deuxième, lui, c'est plutôt le côté adversaire, donc savoir le tromper à travers ce critère-là. Et en fait, quand on connaît le rôle de chacun, on se rend compte qu'on peut définir une seule fonction objective qui va s'écrire de cette manière-là. Et en fait, cette fonction objective va définir justement ce jeu min-max entre les deux agents. Savoir que les deux vont converger quand le discriminateur, lui, on avait dit tout à l'heure, il doit maximiser cette expression-là, alors que le générateur doit la minimiser. C'est pour ça qu'on a mis les critères de minimisation pour chacun. Donc la première maximisation, c'est le travail du discriminateur, et la deuxième minimisation, c'est le travail du générateur. Donc voilà, ça, à partir d'un problème de génération, on arrive plutôt à une théorie des jeux, quoi, un jeu de min-max entre les deux. C'est pour ça que c'est assez original, il y a un mélange entre les deux. Ça, du coup, ça définit la base ou fondamentale du GAN pour justement résoudre cette expression mathématique. Les auteurs ont proposé une résolution numérique à travers une descente de gradient qu'on va essayer de voir. Donc, à un certain nombre d'époques, on va générer des bruits aléatoires. On va prendre suivant toujours des batchs pour les réseaux de neurones, pour pouvoir entraîner d'une manière parallèle. Prendre des données réelles et ensuite calculer les réponses du discriminateur par rapport à ces samples-là, à savoir les fakes et les réels. Et ensuite, justement, à mettre à jour les paramètres de discriminateur de telle manière à ce qu'ils maximisent ces expressions-là. Donc, c'est plus une descente de gradient, c'est une ascendante parce qu'il faut maximiser cette expression-là. Par contre, pour le générateur, ça va être pareil. On va sampler des bruits, on va générer des données pour ces bruits-là, et on va essayer de mettre à jour les paramètres de ce générateur-là de telle manière à ce qu'on va minimiser l'expression, donc une descente de gradient suivant G. Donc là, dans l'algorithme, on va, d'une manière séquentielle, mettre à jour les paramètres du discriminateur et ensuite mettre à jour les paramètres du générateur sur toute la base de données sur un certain nombre d'époques. Ça a été le premier algorithme de résolution qui a été proposé par les auteurs. Et ensuite, ça a été modifié par la suite pour d'autres variantes.
Donc cette résolution numérique nous permet d'avoir en tout cas une solution satisfaisante pour G et pour D. On peut voir du coup justement cette évolution séquentielle. À un certain moment, on a un discriminateur qui va avoir, on avait dit tout à l'heure de discriminer les vraies données et les données qui viennent du générateur, les fakes. Là, on voit qu'au début, par exemple, voilà à quoi ressemble sur une base de données NIST, par exemple, les sorties du générateur. Et là, on voit tout de suite que le travail de discriminateur n'est pas très compliqué à faire. Donc, c'est pour ça qu'il arrive à les discriminer assez facilement. Ensuite, derrière, on va enchaîner par le générateur qui va être entraîné de telle manière à ce qu'on va faire tromper le discriminateur. Et là, on a une image un peu plus réaliste et donc la réponse du discriminateur va augmenter et donc etc. Donc on va alterner ce jeu-là de telle manière à ce que voilà, les deux, c'est ça en fait la moralité derrière, c'est que les deux ils vont de plus en plus devenir puissants chacun par rapport à l'autre. Donc, je vais donner quelques exemples assez rapidement sur certaines bases de données qu'on pourrait retrouver assez facilement sur Internet. Il y a tellement de code par rapport à ces choses-là. Par exemple, la base de données qui a été introduite par Yann Lequin, NIST, sur une base de données chiffres, avec un générateur, un discriminateur assez simple. Ici, c'est des MLP de couches cachées. Et on peut voir quelques détails sur l'apprentissage, le nombre de données, les époques et le learning rate, etc. On peut voir en combien de temps à peu près on peut arriver à quelque chose de satisfaisant. Pour reproduire, pour suivre le comportement d'un générateur, il faut prendre des bruits constants. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut alimenter la fonction G avec quelque chose de constant pour pouvoir dire à chaque fois la réponse par rapport à ça. Donc on voit à peu près au bout d'une heure, on a quelque chose de satisfaisant. On peut ensuite appliquer sur une base de données NIST Fashion qui a été introduite par Zalando. En fait, c'est une base de données plutôt sur les habits, des catégories d'habits. Et là, ça devient à peu près pareil, je crois, au bout de un peu plus tard, je crois. On arrive globalement à trouver une génération satisfaisante. Là, je ne sais plus, je crois que c'est une veste. C'est pour donner une ordre de... Ouais, un souci. Pour des architectures un peu plus complexes, la première fois, ça a été introduit en Radford 2015 sur une base de données Celiba pour Celebrity Attributes. C'est une base de données d'images de personnes célèbres avec des informations dessus comme l'âge, la couleur des cheveux, etc. Donc on va voir le résultat de la génération sur cette base de données-là qui est beaucoup plus importante. En termes de nombre de données, et en fait ça devient beaucoup plus lent parce que les images de sortie sont beaucoup plus importantes que celles de NIST qui sont 28. Ici c'est 64, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de choses à apprendre et la distribution ici est beaucoup plus complexe. Donc on peut arriver globalement à un résultat satisfaisant à peu près au bout de 15-16 heures à peu près. Ensuite, ça c'est intéressant aussi, on a fait des tests sur une base de données synthétique qui a été introduite en 1999 par des chercheurs de Zurich. C'est une base de données basée sur l'ACP, à savoir ils ont pris des scans de personnes sur la texture et sur la forme. On applique une ACP sur la texture, une ACP sur la forme et on va pouvoir du coup générer à travers des perturbations, des modes propres de chaque cas, des formes différentes. Et quand on mélange les deux, on peut avoir du coup des données de personnes différentes. Donc on synthétise cette base de données à base de ces perturbations-là. Et quand on fait une génération sur cette base de données-là, c'est intéressant parce que contrairement à ce que vous avez vu avant,
il se passe globalement rien pendant les premières époques. Et ça, je reviendrai par la suite et l'expliquer. Essayer de l'expliquer en tout cas à travers un exemple. Et par contre, au bout de 10-11 heures, on arrive globalement à converger, à avoir une génération assez satisfaisante. Pareil, c'est une base de données de 50 000 échantillons avec la même résolution de sortie, 64-64. Donc voilà quelques exemples de l'utilisation du GAN pour la génération, en tout cas soit sur MNIST, soit sur les visages. Donc à partir de là, on va revenir et s'intéresser un peu plus à ce que réellement le GAN fait à l'intérieur, parce que quand on voit ça converge pas, on a besoin de mettre un peu plus de rigueur là-dedans, et on va essayer de le voir, cette fonction-là, à travers un autre prisme. En fait, si on reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure, on avait ces données-là, on a des données réelles, des données synthétiques fake et un bruit. Chacun sort d'une distribution prédéfinie. Donc les données réelles, ça vient de la distribution réelle PDR, et pour les fakes, c'est la distribution de générateur. Et en fait, c'est quelque part ce P2G-là qui nous intéresse. Donc si vous vous rappelez la fonction objective de tout à l'heure sur laquelle on a défini un jeu de min-max, si on développe cette expression-là par rapport aux distributions correspondantes du discriminateur et G, on retrouve cette expression-là. Et en fait, si on reprend juste le terme au milieu, là, ça correspond à une fonction de ce type-là, a log y plus b a log moins y. Et en fait, pourquoi on l'écrit comme ça? Parce que on peut trouver justement quelle est la meilleure solution pour la minimisation de cette fonction de coût. Et en fait, quand on la dérive, la meilleure solution, elle s'écrit de cette manière-là. Donc au final, on trouve que le discriminateur optimal, il a cette expression-là, P de R sur P de R plus P de G. Et en fait, quelque part, quand on a un apprentissage idéal, c'est quand P de G soit très très proche de la distribution P de R. Et dans ce cas-là, le discriminateur est égal à 0,5. Ça veut dire qu'il est à peu près idéalement confus. Il n'arrive plus à discerner d'où ça vient, si c'est des données réelles ou des données synthétiques. Et quand on a cette expression-là, en fait, on peut se dire que pour un discriminateur optimal, cette fonction de coût ne dépassera jamais cette valeur-là, qui est moins de log 2, qui est un résultat très intéressant qui a été démontré par le papier original du GAN. Il suffit juste de remplacer le discriminateur par 1,5, et l'expression de la fonction de coût va avoir un optimum est égal à moins log 4, ou moins de log 2. On écrit ça dans un but très particulier. Pourquoi? Parce qu'on va voir par la suite. Si on fait juste un rappel des outils qu'on utilise pour calculer les similarités de distribution, souvent on utilise Kullback-Leibler ou Jensen-Shannon. La différence, c'est que la première est asymétrique, la deuxième est symétrique, beaucoup plus smooth. Et donc, si on prend la divergence de Jensen-Shannon et on va essayer de l'écrire par rapport à ce qu'on a comme données, nous, la distribution réelle et la distribution du générateur, on la développe. Donc, cette expression-là, ça va nous donner ça. Donc, j'ai enlevé les calculs qui permettent d'arriver à ce résultat-là, mais ça donne ces résultats-là. Et une des choses qu'on remarque tout de suite, c'est que, en fait, la divergence de Jensen-Shannon, elle correspond à peu près à la fonction de coût adversaire du GAN. Donc, l'aspect, le protocole mis là-dedans pour le GAN est un outil particulier d'approcher la distribution des données réelles. Et par contre,
cette approximation, elle ne va pas directement sur les paramètres de la distribution en elle-même, mais plutôt d'une manière implicite à travers les paramètres θ du générateur. On n'a pas, comme tout à l'heure, comme je l'avais expliqué, pour le GMM par exemple, on faisait une optimisation directement sur les paramètres de cette distribution-là. Les θ, elle contrôlait directement la standard et la moyenne de cette distribution-là. Mais là, ici, on n'a pas accès directement aux paramètres de la distribution, mais plutôt aux paramètres du générateur que lui, à travers la génération, on peut définir des critères de dire c'est une distribution qui est plus ou moins proche ou pas de la distribution réelle. Voilà un peu la moralité qu'on peut sortir du GAN. Même si c'est un aspect adversaire, un jeu de min-max qui appartient plus à la théorie des jeux, mais quelque part, il rejoint quand même avec des conditions, par exemple du discriminateur optimal. Pourquoi? Parce que je reviendrai par la suite, ça pose quelques problèmes. Pour un discriminateur optimal, c'est le GAN capture une distribution une similarité de distribution. Donc à partir de là, en fait, il y a beaucoup de résultats et d'expérimentations. Une fois qu'on voit ça, qui explique certaines limitations et quelques problèmes qui en découlent naturellement. Le problème, un des premiers problèmes du GAN, c'est que en fait, le fait de faire un min-max entre les deux, à aucun moment on stipule que les deux coopèrent. C'est un aspect adversaire. Chacun essaye, un, de maximiser et l'autre de minimiser la même quantité sur des paramètres différents. Un sur ses propres paramètres D, l'autre sur ses paramètres G. Et en fait, le fait de faire ça, on n'a aucune garantie de converger parce que on tape sur la même quantité sur directions différentes. Un simple exemple, si vous prenez une loss function qui s'écrit comme ça, si on prend x, les paramètres de D, y, les paramètres de G, on voit qu'on va dans deux directions différentes. Et il n'y a aucune stabilité là-dedans, aucune garantie de converger. Donc voilà à peu près comment ça va osciller au fur et à mesure. On peut le voir d'ailleurs dans l'apprentissage, par exemple sur la base de données d'avant, à des époques beaucoup plus loin, on a l'impression qu'on a des convergences, on a des résultats qui oscillent. Au bout de 15 époques, on a l'impression que c'est pas très très bien fait. 19, un résultat plus réaliste. À 23, moins réaliste autour de la bouche. Et à 27, ça devient réaliste, etc., etc. Donc c'est des problèmes d'oscillation qu'on rencontre assez souvent dans le fait que voilà, il y a zéro coopération. Le deuxième, dans la communauté, ils disent un des gros problèmes où il y a énormément de tentatives de le résoudre, c'est ce qu'on appelle le mode collapse. Le mode collapse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le générateur lui-même, sur cet exemple-là, on démontre sur un GAN, par exemple, qui essaye d'approcher une distribution multi-gaussienne. Et en fait, à chaque fois, pour un seul mode, il arrive à tromper le discriminateur. Parce qu'en fait, un seul mode décrit la distribution en elle-même. Si on arrive à simpler des données de la distribution qui est en train d'être approximée par le bleu, là, c'est suffisant pour faire tromper le discriminateur. Et donc, quelque part, on n'arrivera jamais à aller dans les différents modes de la vraie distribution réelle. Et donc ça, c'est un simple exemple sur des données de D, mais on peut le voir sur des données pareilles de distribution de visage humain. En fait, on va voir qu'il a tendance à capturer un seul mode à chaque fois. Là, par exemple, vous allez voir, c'est que des femmes. Après, on va rajouter que du sourire, par exemple. Les cheveux, ils sont presque tous des cheveux châtains, lents, alors que la vraie distribution, elle a énormément de modalités. Des lunettes, et aussi, par exemple, ici, c'est que des visages de face, par exemple. C'est très compliqué de garantir que le générateur va pouvoir aller dans les autres modes de distribution.
D'autres techniques ont été proposées. Par exemple, Metz en 2016 a proposé le Unrolled GAN. Je ne vais pas énormément aller dans les solutions qui ont été proposées, mais je vous laisse avec les problèmes. Un autre moyen de voir aussi ce mode collab, c'est que quand on voit ce problème-là, de maximiser sur D, ensuite minimiser sur G, on dit est-ce qu'on ne peut pas l'inverser, plutôt minimiser sur G et maximiser sur D. Algorithmiquement parlant, on pourrait le faire dans l'algorithme qui a été proposé. Et en fait, il suffit juste de faire l'expérience. Et en fait, ce n'est pas du tout le même résultat. On va voir que le min-max converge un peu plus rapidement. Et on a l'impression, au bout de, par exemple, de 500 itérations, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour le max-min. Et on a l'impression aussi que le max-min est beaucoup plus mis en danger par l'aspect une seule modalité. Est-ce qu'à un moment ça va bouger ou voilà. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, quelque part, le GAN, tel qu'a été imaginé, tel qu'a été conçu, il capture une divergence sous la contrainte d'un discriminateur optimal. C'est comme ça que ça a été défini, c'est comme ça que le jeu adversaire entre les deux met fortement ce postulat. Et donc, quand on essaye de l'inverser ou autre, on ne sait plus ce qu'on capture réellement. Ensuite, un des problèmes aussi, ou un des cas, je dirais pas vraiment un problème, mais une des caractéristiques qui n'est pas du tout, qui n'est pas beaucoup étudiée par les papiers, c'est la dimensionnalité du bruit qu'on met, avec lequel on alimente le générateur. En fait, il n'y a pas beaucoup d'expérience dedans qui détermine d'une manière optimale la dimensionnalité de ce Z. Et en fait, en fonction des valeurs différentes, on a des résultats différents. Et sur certains cas, on ne garantit pas du tout la convergence et on tombe assez facilement dans le mode collapse. Et donc, il n'y a aucun moyen aujourd'hui analytique solide qui permet de fixer cette valeur-là d'une manière optimale. Et c'est très ennuyeux. Ensuite, le vanishing gradient, qui est assez connu comme problème dans la communauté d'apprentissage automatique, c'est quand le gradient ne varie pas assez. Et donc, on ne peut pas updater les paramètres d'une manière optimale. Il n'y a pas assez d'informations, de changements, pour qu'on puisse mettre à jour les paramètres. Et ça, c'est un problème qui, pareil, qui tombe souvent pour le GAN. Pourquoi? Donc, on va l'expliquer. Tout à l'heure, on avait dit que ça capture la divergence de Jensen-Shannon entre la distribution réelle et la distribution fake. Et en fait, on fait juste une petite simulation sur une gaussienne générée qui va juste avoir une translation pour sa moyenne. Et à chaque fois, on va voir la divergence de Jensen-Shannon correspondante. Et du coup, vous remarquez que tout le passage entre à peu près 0 jusqu'à 25 en termes de moyenne, la divergence a exactement la même valeur. Et donc, au final, sur cette tranche-là de divergence, on ne peut rien faire. On n'a presque aucune information sur la direction dans laquelle il faut aller pour la mise à jour des paramètres. Et c'est très problématique parce que ça incite à des apprentissages ultra lents et on ne sait pas vraiment si on converge ou pas. Donc d'ailleurs, on peut le voir sur la base de données que je vous ai présentée tout à l'heure, la base de données synthétique, et on voit que quand on est sur cette tranche de vanishing gradient, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Alors qu'à un moment donné, brusquement, on converge. Et par contre, pratiquement, à un moment donné, s'il ne se passe rien, on a souvent tendance à arrêter les apprentissages ou se dire il ne se passe rien, quoi. Et donc, c'est un vrai problème. Bon, pareil, ici, il y a
par Kulgrajani ou Archowski, ils ont proposé d'autres métriques beaucoup plus robustes que la divergence. Ça peut être le Wasserstein distance ou des choses comme ça qui permettent d'être beaucoup plus robustes par rapport à ça. Ça aussi, c'est une direction dans laquelle la communauté GAN évolue énormément. Ensuite, l'interprétation, sur laquelle on va enchaîner par la suite. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais... par exemple, là, j'ai fait un parallèle entre ce que capture le GAN et la PCA, et voir, par exemple, pour le GAN, quand on perturbe le bruit de départ, en tout cas, certaines de ses composantes, par exemple, pour la génération de visage, on a par exemple un bruit de 100 valeurs. On va perturber les 3 premières valeurs et on essaye de regarder ce qui se passe sur la génération finale. Et en fait, il se passe des trucs, mais c'est un peu compliqué à leur associer à une interprétation sémantique. Par contre, pour la PCA, elle capture des modes principaux et donc la séparation, l'orthogonalité est presque assurée. Et donc, quand on les perturbe, ça correspond à quelque chose de fortement interprétable. Le premier mode de variation, c'est la taille du visage, ensuite la lenteur du visage et ensuite la taille de la mâchoire. Donc c'est beaucoup plus interprétable que ce qui se passe réellement dans les GAN. Et ça, c'est une direction dans laquelle la communauté va énormément sortir des résultats ou des approches pour essayer justement de donner une association réelle à ces différences dans la perturbation du bruit sur lequel on attaque la génération. Donc c'est sur ce point-là que il me reste 5 minutes, du coup. 5 minutes, il me reste. Ça va être assez rapide parce que toute la partie de mêlement, je vais essayer de l'abréger assez rapidement pour laisser assez de questions. Assez de place pour les questions. Alors en fait, du coup, on va essayer justement de prendre comme axe l'interprétation des GAN. Donc on va plutôt partir sur l'espace latent. En fait, du coup, l'espace latent, c'est l'espace qui correspond au bruit sur lequel on va attaquer les générateurs. Le premier point, c'est l'interpolation de ces bruits-là, qui a été étudié pour la première fois par Radford en 2015. Donc, pour l'illustrer, donc on va prendre 2 espaces, donc l'espace latent et l'espace image, et en fait, on prend 2 bruits, Z1 et Z5, et on a les générations qui vont avec. Et en fait, si on fait une interpolation entre ces deux bruits, ici, là, c'est une interpolation sphérique, en fait, ça correspond à un simple morphing dans l'espace image. Si on prend un deuxième chemin, Z6 vers Z9, on fait une interpolation, pareil, et ça correspond à un morphing. Ce que ça nous dit comme moralité, c'est que dans l'espace latent, la continuité des transformations est garantie dans l'espace image. C'est un résultat très important et qui nous permet du coup de partir sur quelque chose de solide dans l'espace latent. Le deuxième point, c'est les Z-deformation par Engel en 2017. Là, pareil, si on prend les 2 espaces, on prend un bruit Z1, on a la génération qui va avec, et qu'on connaît une certaine déformation delta, quelque part, on sait qu'elle fait vieillir cette personne. On a une autre déformation delta prime qui met des lunettes à la personne, et un delta second qui modifie la couleur des cheveux. On met un postulat assez fort ici parce que ces déformations-là, c'est pas du tout simple de les trouver, mais imaginons qu'on les connaît. Et ben, si on prend un deuxième bruit, Z2, il va se comporter exactement de la même manière. C'est-à-dire que si on lui applique les mêmes transformés, on va avoir exactement les mêmes résultats, savoir une personne qui vieillit, une personne qui va avoir des lunettes, une personne qui va avoir des cheveux châtains. Pareil, si on prend un autre exemple, les résultats ils sont les mêmes. Donc, moralité ici, les déformations dans l'espace latent elles sont constantes et ça nous aide du coup à garantir que les résultats dans l'espace image seront attendus. Ensuite, les arithmétiques dans l'espace latent par Radford en 2015. Ici, si on suppose
par exemple, 3 bruits, Z1, Z2 et Z3, et les générations qui vont avec, et qu'à un moment donné, on s'imagine à notre Z qui va être une opération, une translation de Z3. En fait, on va faire Z1, Z2 moins Z1 plus Z3. Donc ici, le Z1, c'est une personne, c'est une image, c'est un monsieur avec des lunettes, sans lunettes, et une femme. Donc la question, c'est quelle serait du coup la génération correspondante à Z'? Quelqu'un a une idée? Voilà. Donc c'est un résultat très, très intéressant en 2015 qui a permis justement de garantir justement ces translations-là dans l'espace latent et de pouvoir isoler un trait de caractère sémantique dans l'espace image. Si on prend un deuxième exemple, juste pour jouer un peu, et en fait on définit exactement le même Z', et là, pareil, ça correspondrait à quoi le Z'? Voilà, en fait, il y a deux caractéristiques, il y a les cheveux et le sourire. Donc on arrive globalement à isoler les critères d'une manière sémantique, et c'est un résultat très, très intéressant. Donc toute cette partie-là, en effet, les opérations dans l'espace latent, les contraintes qu'on met dedans, tous ces critères-là, ça correspond à un champ d'études énorme dans la communauté GAN, mais qui met un a priori assez fort. Ça veut dire que là, les apprentissages sont déjà faits, et en fait, on fait que des manipulations dans l'espace latent. D'accord. Bah, en tout cas, la deuxième partie, c'est sur les GAN conditionnels et l'image. Je pourrais juste montrer un exemple à la fin du GAN conditionnel qu'on va juste entraîner avec une condition en plus, une information supplémentaire sur le signal pour pouvoir le contraindre davantage. Et cette condition-là, en fait, elle peut être discrète. Déterminer, par exemple, dire je veux générer une image avec une information en plus, je veux un homme, je veux une femme, je veux quelqu'un avec un sourire, ce qu'on ne faisait pas avec des GAN classiques. Et cette condition-là aussi, elle peut être continue. Donc là, j'explique juste ce qui change du GAN vers le GAN conditionnel. La fonction du générateur qu'on va essayer d'apprendre devient beaucoup plus complexe, mais on arrive quand même à l'approximer. Et cette condition-là, en fait, elle peut être discrète, comme ici, comme elle peut être continue. Et quand elle est continue, on parle de translation d'image, donc partir d'une condition vers la génération, et cette condition-là, en quelque part, elle a la même dimensionnalité que l'image, et on peut du coup voir des résultats de ce type-là à partir d'une représentation très basique du signal. Ici, les contours du visage généraient quelque chose qui ressemble à un visage. Et pareil, ici, un autre exemple, on peut partir d'une représentation très basique du visage, ici des segmentations sur le visage, et donc sketcher un visage et voir à quoi ça peut correspondre. Ça c'est un des résultats. C'est un peu dommage, je n'ai pas assez eu de temps pour pouvoir m'attarder là-dessus. Et donc à chaque fois, du coup, on voit énormément de travaux dans ce style-là, représenter une image basique comme une carte de segmentation, et finir sur quelque chose de beaucoup plus réaliste, notamment ici sur une génération d'images, par exemple. Et donc sur ça, je termine. Je suis désolé de ne pas avoir tenu dans les temps. Oui, bonsoir, Michael Maraval. Juste une question par rapport aux applications, parce que donc on a vu toute la partie théorique qui était très intéressante.
C'est beaucoup basé sur donc la génération d'images. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples sur la façon dont on pourrait utiliser ce type d'algorithme, autre chose que pour tout ce qui est images, fake, etc. Oui, en fait, une des applications, de mon point de vue, qui peut être très importante, c'est les utiliser en mode inférence. Par exemple, ici, pour la translation d'images. On pourrait se dire, par exemple, dans le domaine de reconstruction 3D, comment partir d'une image 2D vers une image 3D, par exemple. On pourrait le formaliser comme un problème d'image, un problème de translation d'image. Donc, entraîner un GAN qui va imaginer la scène 3D à partir d'une image 2D, par exemple. Donc là, on a une carte, l'image fake ou la condition, plutôt la condition va être l'image 2D, et ce qu'on cherche à trouver, ça peut être la reconstruction 3D. Donc là, c'est une utilisation un peu dégénérée. C'est plus inférer la géométrie de la scène à partir de l'image 2D, par exemple. On pourrait, par exemple, imaginer un problème d'estimation de pose d'humain, par exemple, où on pourrait avoir l'image de sortie qui peut correspondre à une représentation du squelette de la personne. Et à chaque fois, à partir de l'image RGB, on peut demander au GAN d'imaginer quelle est l'image correspondante au squelette de la personne. Et sauf que cette image-là, quelque part, elle encode toute l'information de la pose de la personne ou des choses comme ça. Donc ça peut être utilisé comme une technique d'inférence directe. Après, on pourrait l'utiliser aussi pour améliorer les données d'apprentissage, par exemple, pour boucler sur une base de données un peu plus importante. C'est des applications que je n'ai pas encore moi-même utilisées. Mais oui, ça peut être dégénéré facilement, en tout cas sur l'inférence. Une autre question ? Oui. Bonjour, je suis Gaël Lelon, je travaille chez Orange, je suis chercheur en biométrie. Une question sur justement le fameux Z. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont consisté à essayer d'estimer le fameux Z à partir de l'image, par exemple, ce qui serait un premier pas vers l'explicabilité, c'est-à-dire que si on mettait par exemple en entrée d'un tel système un ensemble d'images pour lesquelles on connaît les attributs, en étudiant les Z qui en sortent, on aurait une idée de comment sont distribués les Z qui correspondent à cet attribut. Je ne sais pas si vous voyez la question. Là, vous parlez, c'est pas la question de dimensionnalité du Z. Non, c'est pas la question de dimensionnalité. C'est en fait ce Z, on sait pas trop ce qu'il y a dans cet espace des Z. Et ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y avait des travaux qui ont été faits pour finalement repartir de l'image et essayer de reconstruire le Z. J'en ai pas vu beaucoup, mais il y a peut-être, c'est plus dans la branche où on essaye de boucler avec des auto-encodeurs qui vont plutôt apprendre ça, une manière de compresser l'image. Mais mettre les deux à la fois, je n'ai pas vraiment vu énormément de travaux là-dedans, ou alors c'est peut-être une branche sur laquelle je ne suis pas trop intéressé. Mais pour l'instant, en effet, il y a une dualité entre la vision auto-encodeur-compression, où là, on essaye d'assurer un peu une compression optimale, ce qui va avec pour l'espace Z. Mais là, en effet, souvent on suppose une distribution normale sur laquelle on va piquer des Z avec aucun a priori fort dessus. L'opération inverse, honnêtement, j'en ai pas vu. Il n'y a plus de mains qui se lèvent. Je propose que l'on passe à l'intervenant suivant, qui est Vincent Touvenot, que je ne vois pas mais il était juste derrière moi. C'est pour ça que je ne le voyais pas. Donc Vincent vient de Thalès, du centre de recherche Thérésis, basé en région parisienne. Et il va nous parler de l'utilisation des GAN dans deux domaines. Le premier étant la réduction de l'impact des biais et le deuxième étant la protection des données en l'occurrence. Voilà, Vincent,
c'est quand tu veux. Il y avait un deuxième micro. Tu es parti avec. Ok, donc bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Vincent Touvenot, comme a dit Hugues, je travaille chez Thales et je vais vous présenter des travaux que j'ai faits avec mon collègue Simon l'année dernière et avec un ILS qui est en stage actuellement chez Thales, qui porte sur un modèle adversaire qui va être appliqué à deux choses. La première chose, ça va être tout ce qui est fairness et la deuxième chose, tout ce qui est protection de données personnelles, donc données sensibles. Donc d'abord, je vais vous... rapidement, je vais vous présenter en fait tout ce que c'est ces notions de fairness. Qu'est-ce qu'on entend par fairness? Après, je viendrai très rapidement sur le modèle adversaire en question qu'on a utilisé. Mais comme Amine a très bien présenté déjà toute la théorie qu'il y a derrière ce genre de modèle, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, je vous présenterai un cas d'application où on va essayer d'utiliser ce modèle adversaire dans le contexte de la fairness, et un autre cas d'application dans le contexte de la protection de données sensibles. Donc juste pour présenter rapidement où je travaille, donc je suis dans un labo de data science de Thales en région parisienne. On est actuellement 14 pour 3 personnes qui sont en cours de thèse. On est basé en Île-de-France sur 2 sites, donc à Palaiseau et à Gennevilliers. On travaille sur un certain nombre de domaines qui vont de du traitement du signal appliqué et machine learning. On va utiliser aussi tout ce qui est privacy, toute la partie explainable AI et estimation des incertitudes des modèles de machine learning, et un certain nombre d'autres sujets qui vont sur des thèmes assez variés à propos de détection d'anomalies, etc. Et on a un laboratoire commun avec le LIPSIS, qui est donc l'Université Paris-Sorbonne. Donc on travaille avec eux. Donc le problème qu'on rencontre, c'est qu'il y a souvent beaucoup de biais. Donc les biais, ils viennent souvent soit des données, donc on a des biais de sélection dans les données qu'on a à disposition. Il y a des biais historiques qu'on risque de reproduire. De temps en temps, les informations qu'on a à disposition ne sont plus à jour, etc. Mais il va aussi y avoir des biais qui vont venir des algorithmes en eux-mêmes. Typiquement, on entend assez souvent parler dans les réseaux sociaux, les algos de recommandation qui ont tendance à enfermer des gens dans des bulles plutôt qu'à leur ouvrir de nouvelles possibilités. Ou quand on est dans un contexte de classification, si on a des classes qui sont très fortement sous-représentées par rapport à d'autres classes, on va avoir tendance à faire des choses qui, pour certaines classes, ne seront pas bien réparties. Donc il va y avoir des biais qui vont être introduits. Et dans tout ça, la fairness, en fait, il y a plusieurs définitions qu'on peut donner qui ne sont pas forcément complémentaires, qui peuvent de temps en temps s'opposer. Mais c'est qu'en gros, ce qu'on veut, c'est si on a 2 sous-populations, une première manière de voir, c'est qu'on voudrait que les sorties du modèle de machine learning soient similaires pour ces 2 sous-populations. Une autre manière de voir, finalement, c'est que les erreurs que commet le modèle de machine learning devraient être, les distributions des erreurs devraient être identiques, peu importe la sous-population. Et une dernière manière de voir, c'est plus individuel, c'est que finalement, 2 individus similaires, excepté leur sous-population, devraient recevoir un traitement similaire de la part du modèle de machine learning. Donc une fois qu'on a dit ça, on a envie de dire que la manière la plus simple pour atteindre la fairness, la manière en tout cas la plus naïve, c'est qu'on va supprimer des variables explicatives candidates, l'élément qui permet de caractériser la sous-population qu'on cherche à protéger. Donc ça ne va pas fonctionner. Tout simplement, imaginons qu'on a une banque qui essaye de distribuer des prêts de manière juste d'une manière juste, sans discriminer par rapport à la classe d'âge, par exemple. Le problème, c'est que la classe d'âge, potentiellement, elle peut être fortement corrélée. Donc ça, ils vont supprimer la classe d'âge de leur variable candidate. Mais par contre, ça peut être fortement
Enfin, la classe d'âge peut être corrélée au type d'achat que la personne fait, peut être corrélée aux moyens de paiement qu'elle utilise, etc. Et finalement, tous ces effets indirects de la classe d'âge peuvent toujours avoir un impact sur la sortie du modèle. Et donc finalement, juste retirer les attributs sensibles qu'on cherche à protéger, ça peut ne pas suffire à correctement protéger les individus. Donc pourquoi on utilise des notions de fairness, de fair AI? Donc il y a ce que je viens d'expliquer, finalement on cherche à retirer les biais qu'il peut y avoir dans le machine learning. Aussi, tout ce on parle beaucoup en ce moment de tout ce qui est transparence des algorithmes, le fait que les algorithmes doivent être vérifiables, ils doivent être justes. Il y a aussi finalement toute une branche, et là le modèle adversaire dont je vais vous parler, finalement ça venait de ça, où on veut faire de l'apprentissage qui soit robuste à des paramètres de nuisance, et donc on veut effacer l'impact de ces paramètres de nuisance. Et enfin, il y aura le dernier exemple, donc, ce que je vais vous montrer à la fin, où on va utiliser ces modèles de fairness, de fair AI, pour essayer d'introduire de la protection pour les données sensibles. Parce que de toute façon, de toute manière, comme on va réduire l'impact de certains attributs, c'est une forme de protection pour ces attributs. Donc très rapidement, au niveau des techniques de la fairness, il y a un peu 3 familles en général. Une première famille où on va chercher des méthodes de régularisation. En fait, on va chercher à pénaliser tous les effets directs et indirects des variables qu'on cherche à protéger. La deuxième famille, c'est finalement, on va chercher une nouvelle représentation des données où on peut facilement cacher les effets directs ou indirects de l'attribut qu'on cherche à protéger. Ou une dernière famille qui consiste à modifier les entrées ou les sorties du modèle de machine learning. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a utilisé ce modèle adversaire qui est assez simple. On a d'un côté, donc on est dans un cadre de classification, on a d'un côté un classifieur qui va par exemple essayer de prédire est-ce qu'on doit ou pas fournir le crédit à une personne. Et on va avoir un deuxième modèle qui va servir d'adversaire, qui va prendre en entrée les prévisions du premier modèle, du classifieur, et qui lui va chercher à prédire les paramètres qu'on cherche à protéger. Donc typiquement la classe d'âge, le genre de la personne ou des choses comme ça. Et tant qu'il y arrive, ça va reboucler sur l'autre modèle, ça va le pénaliser, et ainsi de suite, et on a une boucle comme ça. Et à la fin, on cherche à ce que la prédiction qui est faite par le classifieur soit indépendante des attributs qu'on cherche à protéger. Donc, comme j'ai dit, Amine a déjà bien expliqué tout ce qui se passait, donc je vais passer très vite là-dessus. Mais donc, si on note Y chapeau, les prédictions du classifieur, on va noter Y la vraie valeur, enfin le fait que la personne va par exemple rembourser son prêt ou pas, et Z les attributs qu'on cherche à protéger, donc par exemple la classe d'âge, etc. On note θ, CLF, les paramètres du modèle du classifieur bleu là, et θ, add les paramètres du classifieur, enfin du modèle adversaire. Et comme a expliqué Amine, finalement, ça revient à faire un jeu, on fait le min-max, etc. Donc on va, dans un premier temps, bloquer les paramètres θ-add, on va optimiser θ-CLF, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est un modèle adversaire qui avait été proposé par Loop, Kagan et Kramer. Donc voilà, donc je passe rapidement. Et donc après, ce modèle-là, on l'a utilisé sur les données Compass. Donc qu'est-ce que c'est Compass? En fait, c'est un algorithme aux États-Unis qui permet de donner un score de risque de récidive aux gens. Et en fait, dans cet algorithme, c'est assez connu qu'il y a des biais. Enfin, il y a certains auteurs qui ont exhibé le fait qu'il y avait des biais dans ces données, enfin, dans le score qui est obtenu, notamment vis-à-vis de l'origine de la personne, du genre de la personne et de l'âge de la personne. Et donc pour montrer ça, ils ont étudié la réalité des faits, donc est-ce que les gens récidivaient effectivement dans les 2 ans ou pas. Donc ça, vous pouvez aller voir l'analyse sur le lien qui est ici. Donc le but ici, ça va être de prédire la récidive des gens en fonction de paramètres tels que le score qui est donné par Compass et du passif criminel de l'individu, etc. Et tout en protégeant dans les modèles, finalement, les biais qui peuvent venir à la fois du genre de l'origine et de la classe d'âge de l'individu. Et en fait, ce que je vais vous montrer là, c'est un peu une reproduction de résultats qui avait été fait par d'autres auteurs donc sur le blog,
Eux, ils l'avaient appliqué sur la base de données adultes, qui est assez classique. Donc, on cherche à prévoir le salaire des personnes en fonction de données sociodémographiques. Et donc, nous, on l'a appliqué au cas Compass. J'aurais juste besoin de quelques mesures de fairness. Donc, la première, c'est finalement, sachant l'attribut que je cherche à protéger, donc par exemple la classe d'âge de la personne, est-ce que les sorties du modèle changent? Et donc là, il y a une mesure assez classique pour mesurer ça, qui est la P-Rules. Donc en fait, en gros, on va calculer la probabilité que le modèle dise que la personne va récidiver, sachant qu'il a moins de 25 ans, divisé par la probabilité qu'il risque de récidiver d'après le modèle, sachant qu'il a plus de 25 ans, et aussi l'autre ratio. Et donc ça va nous donner la P-Rules qui est ici, qui est comprise entre 0 et 1, et qui doit être la plus grande possible. Donc après, il y a d'autres mesures finalement. C'est sachant l'attribut que je cherche à protéger, comment le modèle, enfin quelles sont les erreurs que fait le modèle. Donc là, en fait, on retrouve des mesures assez classiques. Enfin, c'est classique, oui, telles que la Z-accuracy. En fait, c'est comme l'accuracy, sauf qu'on le conditionne en plus par les différents attributs qu'on cherche à protéger. Donc là aussi, c'est entre 0 et 1, et on espère que c'est égal à 1. La même chose au niveau calibration, donc comment se répartit le label en fonction des prévisions du modèle, et conditionné aux différents attributs qu'on cherche à protéger. Donc là, c'est de nouveau entre 0 et 1, on veut de nouveau que ça soit le plus proche possible de 1. Et enfin, comment le modèle traite les individus, par rapport aux individus qui sont leur plus semblables possible. Et donc, si on calcule les P-Rules sur les datasets, on voit qu'on a des P-Rules qui sont autour de entre 73 et 77%, etc. Et dans un premier temps, on va apprendre un modèle, un classifieur classique, un réseau de neurones à 3 couches et 3 couches denses et 3 couches de dropout. On voit qu'on a un AUC, donc là on cherche à prédire la récidive, qui est assez correct. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que le modèle de machine learning a amplifié les biais qu'il pouvait avoir dans les données. On voit que les P-Rules sont bien inférieurs. Et donc c'est là où notre modèle adversaire va être utile. Donc pour le modèle adversaire, on utilise une architecture assez basique. Donc pour la partie classifieur, le pré-entraînement du classifieur, la loss qu'on utilise, c'est la cross-entropie binaire, parce qu'on fait de la classification binaire. On a 3 couches denses et 3 couches de dropout. Et on utilise comme fonction d'activation pour la couche de sortie une sigmoïde. Donc ça, il n'y a rien de compliqué. Même chose pour l'adversaire, on a 3 couches denses et une couche de sortie qui est une fonction d'activation sigmoïde. Et donc on a fait 2 expériences. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a la distribution que le modèle prédise qu'il y aura de la récidive, en bleu, sachant que la personne est une femme, et en rouge, sachant que c'est un homme. Donc la même chose avec la classe d'âge et l'origine. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que ces 2 densités soient les plus proches possibles. Et ce qu'on voudrait aussi, c'est que là, les P-Rules soient le plus élevés possible. Et donc ici, on a l'AUC. Donc là, dans un premier temps, on va considérer un apprentissage où on exclut les 3 variables qu'on cherche à protéger du modèle. Donc c'est pour ça que les P-Rules sont plus élevés que sur les résultats de la slide précédente. Et on va voir ce qui se passe au fur et à mesure des itérations. En fait, on va voir que les densités là, vont être de plus en plus proches. Les P-Rules vont augmenter et l'AUC va fortement diminuer. Et on va finir avec un modèle assez proche du modèle aléatoire. Et on a finalement, quand on regarde ce qui se passe à la fin, les distributions sont quasiment dégénérées. En fait, elles mettent un énorme poids à 2 endroits, qui viendrait un endroit si on continue les itérations. Et donc, pour corriger ce problème-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté les variables qu'on cherche à protéger dans l'échantillon d'apprentissage. Donc là, on a toujours la distribution, etc.
Donc on voit qu'au début, on est moins juste, entre guillemets, mais plus l'algorithme va réitérer, donc plus les p-rules vont augmenter. Donc voilà. Donc on voit que les distributions en fait commencent bien à se superposer. Et donc au final, on voit qu'on a diminué la performance du modèle. La UC a légèrement diminué. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des p-rules, on va beaucoup les avoir augmentés. Donc on est plutôt content de ça. Bon, là, je vais passer aussi assez vite. Mais en gros, après, on avait voulu tester d'autres méthodes de fairness. Je ne vais pas les détailler, ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Mais en gros, il y a plusieurs choix. Soit on va modifier, c'est les premières méthodes, on va soit modifier ce qu'on met en entrée du modèle, soit on va directement travailler sur l'algorithme. Donc il y a notamment le modèle adversaire, il y a d'autres techniques. Ou soit on va travailler sur les sorties du modèle pour essayer de rétablir les biais. Et je ne vais pas vous décrire ce graphique parce qu'il est un peu trop compliqué. Mais en gros, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que le modèle adversaire était le modèle qui permettait le meilleur compromis entre d'un côté la fairness et de l'autre conserver une qualité de prévision satisfaisante. Ensuite, En fait, il y avait un paramètre lambda qui apparaissait ici. Donc, j'en ai pas du tout parlé. Donc, on est en train de travailler dessus pour essayer de l'optimiser. Et c'est un peu ce qui va permettre de contrôler la fairness. Ce qu'on est en train de tester, après, c'est pas forcément très concluant, c'est d'utiliser sur un échantillon de validation, par exemple, d'essayer d'optimiser la p-rules. Donc là, on a potentiellement on cherche à protéger 3 variables. Donc, on a 3 lambda. Et en fait, on va le chercher le long d'une grille. Donc on commence avec 3 lambdas qui sont assez faibles, on fait grandir les 3 lambdas. Dès qu'il y en a un qui respecte le critère qu'on veut au niveau p-rules, on va le fixer, on va continuer à faire grossir les 2 autres et ainsi de suite. Maintenant, on va parler du contexte protection des données dans le contexte machine learning. Donc on se peut déjà se demander pourquoi on cherche à protéger les données quand on est dans le machine learning, puisque finalement, le principe du modèle de machine learning, c'est d'essayer d'extraire des informations de la distribution, mais pas forcément au point de vue individu. Donc on est plutôt intéressé par une distribution globale. Mais malgré ça, en fait, il y a des attaques potentielles sur les sorties du modèle. Donc je n'ai pas mis les références ici, mais si ça vous intéresse, je peux vous les donner. Il y a plusieurs types d'attaques. La première, c'est finalement, je récupère les données de sortie du modèle. Est-ce que je suis capable d'inférer des informations sur les attributs d'entrée? Donc, par exemple, j'ai collecté mes probabilités que les gens récidivent qui sont prédites par mon modèle. Est-ce qu'avec ces probabilités, je suis capable d'inférer la classe d'âge de la personne? Un autre type d'attaque assez répandu, c'est tout ce qui est membership inférence. Donc là, en fait, ce qu'on va chercher, c'est qu'on a une donnée et on va essayer de deviner, d'inférer, est-ce qu'il a fait partie ou non de l'échantillon d'apprentissage. Et donc, pourquoi c'est embêtant de savoir que quelqu'un a fait partie de l'échantillon d'apprentissage? Imaginons, on est en médecine, par exemple. Les études doivent être anonymes. Si on est capable de dire que quelqu'un a fait partie ou non de l'étude, ça va poser problème, puisqu'on va casser l'anonymat. Ensuite, il y a un autre type d'attaque qui est l'inférence de propriété. C'est typiquement, est-ce qu'avec les sorties du modèle, je suis capable de dire ou non qu'il y avait une sous-population qui était surreprésentée ou pas dans les données. Par exemple, est-ce qu'avec les sorties de mon modèle sur Compass, je suis capable de dire qu'il y avait une surreprésentation des hommes dans la base de données? Et la dernière attaque est un peu différente. On est dans un contexte où donc, quelqu'un a créé un algorithme, il va le fournir, il va le donner à quelqu'un finalement. Et de manière un peu malicieuse, il va avoir intégré dans l'apprentissage le fait d'apprendre à ce que les paramètres soient corrélés à certains éléments de l'échantillon d'apprentissage. Donc pour illustrer une attaque d'inférence d'attributs, on a utilisé des données de maintenance de rails. On avait 3 ans de données. La tâche principale, c'était de prédire si après une maintenance, la rail serait en bon état. Donc comment on fait pour dire que la rail est en bon état? En fait, il y a ce qu'on appelle le WT35, qui est la déviation verticale des rails par rapport au sol.
Et ça, si on croise ce WT35 avec la vitesse maximale autorisée, on peut savoir si le rail est en bon ou mauvais état. Et la maintenance qui est réalisée pour corriger les problèmes dans ce cas-là, c'est ce qu'ils appellent les bourrages. Donc, en fait, une opération de bourrage, qu'est-ce qu'ils font? Ils soulèvent un peu le rail, ils mettent des espèces de broches qui secouent et pour essayer de réuniformiser le ballast. Donc, pour faire cette tâche de maintenance prédictive, on avait un certain nombre d'informations, notamment les valeurs WT35 du passé, l'état du rail avant la maintenance, est-ce qu'il y avait un tunnel à cet endroit-là, etc. Donc, un certain nombre des informations sur le rail, etc. Et par contre, on suppose qu'il y avait une deuxième tâche qui est qu'il ne faudrait pas que quelqu'un qui récupère les prévisions du modèle soit capable de prédire si à cet endroit-là, il y avait un aiguillage ou pas. Et quel est le type de fastener qui est utilisé. Le fastener, c'est la pièce qui relie la transverse au rail. Donc il ne faudrait pas qu'avec un modèle, en tout cas, on augmente le risque que les gens puissent identifier ces attributs. Et donc ça ne va pas être une tâche facile, parce que donc là, on a la répartition de l'état du rail selon qu'il y a un aiguillage ou pas. Ce qu'on voit, c'est que quand il n'y a pas d'aiguillage, en fait, ce qui est en rouge, la classe 0, c'est que le rail est en mauvais état, et la classe 1, c'est que le rail est en bon état. Ce qu'on voit, c'est que finalement, quand il n'y a pas d'aiguillage, le rail a tendance à être en bon état après la maintenance, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a un aiguillage. Et même chose avec le fastener, mais beaucoup moins marqué. Et donc, c'est-à-dire que toute la suite de la présentation, je la ferai plutôt sur les aiguillages, puisqu'on verra mieux ce qui se passe. Donc, on a fait dans un premier temps un modèle de machine learning classique, là aussi un réseau de neurones, qui a des très bonnes performances pour prédire si le rail sera en bon ou mauvais état après l'opération de bourrage. Typiquement, en fait, la LAUC est autour de 0,92. C'est un modèle qui a des très bonnes performances. Donc, on remplit bien la première tâche de prévision. Le problème, c'est qu'on va introduire des risques. Et donc, pour introduire cette notion, j'ai besoin d'introduire tout ce qui est differential fairness. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent déjà tout ce qui est differential privacy, mais en fait, là, vous allez voir une équation qui, pour les gens qui ont déjà l'habitude de la differential privacy, qui est assez proche de ce qu'ils ont l'habitude. Pour l'expliquer avec la main, imaginons qu'on a un groupe de personnes, qu'il y a plusieurs sous-populations dans ce groupe de personnes. Typiquement, il peut y avoir des hommes de plus de 25 ans, des hommes de moins de 25 ans, des femmes de moins de 25 ans et des femmes de plus de 25 ans. On a un algorithme qui va fournir des prédictions. Et on ne voudrait pas qu'un vendeur qui veut potentiellement discriminer des gens puisse le faire grâce aux sorties du modèle. Donc il ne faudrait pas que grâce aux sorties du modèle, le vendeur là, serait capable de, s'il veut discriminer, je ne sais pas pourquoi, des hommes de moins de 25 ans, il ne faudrait pas qu'il puisse le faire. Et donc les hypothèses de differential fairness vont porter sur ce principe. Tout va être contrôlé par le epsilon qui est ici. Plus cet epsilon est petit, plus les individus sont bien protégés. Et on va avoir de nouveau l'effet qu'on voyait, c'est que finalement, donc là on a calculé la differential fairness sur les données brutes, donc c'est un modèle de machine learning, et la differential fairness lorsqu'on utilise le modèle de machine learning. Et ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois, la differential fairness va augmenter. Donc en gros, on va avoir mis plus en danger les individus, enfin les individus, les observations. Donc c'est là où on explique, ça on peut facilement l'expliquer dans le cas du switch. Donc ici, on a les probabilités que le modèle prédise que l'état sera 1, donc que les rails seront en bon état. On regarde les deux distributions selon qu'il y ait un aiguillage ou qu'il n'y ait pas d'aiguillage. On voit que les deux distributions sont complètement différentes. Donc c'est une autre manière de voir par rapport à la differential fairness. Donc après, on va appliquer le modèle adversaire que je vous ai présenté précédemment. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette slide? Donc là, en fait, c'est chacune des itérations du modèle adversaire. Ici, on va avoir la differential fairness. Donc en rouge pour le fastener, en vert pour le switch, et pour l'aiguillage, et en bleu pour la combinaison de l'aiguillage et du fastener.
Là, on a la distribution qui sort du modèle, donc les probabilités que l'état soit en bon état, enfin que les rails soient en bon état après la maintenance, sachant qu'on a un switch ou sachant qu'il n'y a pas d'aiguillage. Et là, on va avoir l'évolution de l'AUC, donc l'AUC doit être le plus grand possible. Donc on va voir comment ça évolue au fur et à mesure du modèle. Donc qu'est-ce qu'on constate? C'est que finalement, au fur et à mesure que le modèle s'apprend, ce qui est logique, en fait, la differential fairness va diminuer. Sachant que la courbe rouge et la courbe bleue ne peuvent pas passer au-dessus de la courbe... Enfin, la courbe verte et la courbe rouge ne peuvent pas passer au-dessus de la courbe bleue. Donc là, on est content, ça diminue bien. Là, les distributions sont de plus en plus superposées. On voit qu'on perd en qualité de prévision. Mais par contre, on garde des AUC qui sont assez élevés, autour de 0,88. Et donc maintenant, on va se demander, en fait, finalement, OK, on a des métriques qui nous disent qu'on a augmenté la fairness, mais qu'est-ce que ça va apporter? Donc pour illustrer ce que ça a apporté, on a mis en place 3 attaques. Donc dans la première attaque, en fait, on suppose que l'attaquant a juste accès à des données de contexte. Et lui va chercher à prévoir quel est est-ce qu'il y a un aiguillage ou pas, et quel est le type de fastener qui est utilisé. Donc en gros, il va utiliser ces données de contexte pour apprendre un modèle. Donc ça va être les variables de son modèle, ça va être la cible qu'il cherche à apprendre. Il apprend un modèle de machine learning classique. Après, il a accès à des nouvelles données de contexte et il va prévoir la présence ou non d'un aiguillage et le type de fastener qui est utilisé. Pour la seconde attaque, il aura une information supplémentaire qui va être les sorties du modèle de machine learning classique. Donc là aussi, il va utiliser des données de contexte. Il va utiliser aussi les sorties du modèle de machine learning classique, donc quand il cherche à prévoir l'état du rail. Et il peut l'associer à la présence d'aiguillage et de fastener. Là aussi, il va apprendre un modèle de machine learning. Il va de nouveau avoir accès à des nouvelles données. Et il va chercher à prévoir si l'état du rail, enfin, quel sera s'il y a un aiguillage ou pas, et quel est le fastener qui est utilisé. Et pour la troisième attaque, à la place des sorties du modèle de machine learning, il aura juste accès aux sorties du modèle adversaire, donc les prévisions de l'état de rail qui est faite par le modèle adversaire qui a été présenté avant. Et donc il fait la même chose, il a des données de contexte, il a les prédictions du modèle adversaire, il les associe avec des aiguillages et des fasteners, il apprend un modèle de machine learning classique et il va après essayer de prédire des nouvelles données sur la présence de switch, enfin d'aiguillage et le type de fastener qui est utilisé. Et donc là, on va s'intéresser à quel point l'utilisation des sorties du modèle de machine learning augmente le risque de correctement réidentifier la présence d'un aiguillage. Donc ici, on a... donc ça, c'est de la première attaque, c'est un peu le modèle de référence. Si l'attaquant a juste accès à des données de contexte, ça va être le résultat de l'attaque lorsqu'il a accès aux sorties du modèle de machine learning classique. On voit que finalement, son attaque est bien plus performante finalement. Donc ça, c'est sur l'échantillon test, bien sûr. Et lorsqu'on va utiliser le modèle adversaire, en fait, on va beaucoup baisser le risque. On va bien sûr l'augmenter par rapport au fait s'il n'avait aucune information. On voit que là, c'est la courbe bleue, donc la courbe ROC qui est associée à l'attaque lorsque l'attaquant utilise les données du modèle adversaire. Et on voit que par rapport à la courbe rouge, ça a fortement baissé le risque, qu'il arrive effectivement à bien prédire s'il y a un aiguillage ou pas pour les observations. Et donc si après on s'intéresse à l'importance des variables, en fait, pour cette attaque-là, ce qui va être le plus déterminant pour le modèle de l'attaquant, ça va être effectivement ce qui est noté MLP proba, donc les sorties du modèle de machine learning classique. Par contre, si on calcule la même chose lorsque l'attaquant utilise
Et dans ce contexte-là, ça va plus être le cas. En fait, ce qui va être déterminant, ça va plutôt être le WT35 avant la maintenance, qui lui donne des informations en fait, sur le fait qu'il y a un aiguillage ou pas. Donc j'étais très rapide. Mais ouais, donc on a vu 2 utilisations du modèle adversaire. La première, finalement, c'est il y a des biais dans les données et on cherche à corriger ces biais. Donc et la deuxième utilisation, c'est on veut protéger les sorties du modèle, enfin protéger les attributs les attributs de la base de données. Donc il y a une autre utilisation qui était d'ailleurs l'utilisation initiale de l'article dont est tiré le modèle adversaire. C'est que finalement on a des paramètres de nuisance et dont on veut effacer les effets sur les sorties des modèles. Et donc c'est un peu les 3 utilisations de ce modèle adversaire qui a été présenté ici. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Olivier? Bonsoir, merci pour la presse. Je suis Olivier, je travaille chez Silicom, plutôt en cyber et IA. Donc moi, ma question, c'est savoir si vous aviez fait des essais sur d'autres types d'archis avec des couches différentes, des compositions différentes, en tout cas. Alors pour l'instant, non. Mais c'est vrai que c'est aussi... c'est la suite de cette étude. Pour l'instant, on a vraiment pris le modèle de base qu'on a appliqué. Mais c'est aussi la suite de l'étude pour pousser un peu plus ce qui a été fait, quoi. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura des résultats vraiment différents ou pas, intuitivement? En fait, ouais. Moi, je pense que pour l'instant, en fait, il fait bien déjà le... Enfin, en tout cas, si on est en termes de protection des données, il remplit déjà, en fait. En fait, l'objectif, de toute façon, après, ça va dépendre du cas d'usage, finalement. Mais l'objectif, c'est de rendre les sorties du modèle indépendantes des paramètres qu'on cherche à protéger. Donc peut-être que selon certains cas d'usage, il y aura peut-être besoin de changer l'architecture, mais ça sera plus dépendant finalement du cas d'usage. Quelqu'un d'autre a une question? Non? Bon, on va pouvoir s'arrêter là. Camille, tu veux dire un mot en conclusion? Bon, la conclusion, c'est qu'il va y avoir à boire, je crois, puisque Bicom nous invite à un cocktail. Je ne sais pas où il a lieu, mais quelqu'un de Bicom juste à côté. Voilà. Camille, la prochaine, j'ai pas la date en tête. Ça va être le 25 novembre avec Romain Tavenard qui va nous parler de Time Series, je crois. Voilà. Et cette fois-ci, ce sera à la French Tech. Voilà, mais vous aurez toutes les informations sur le meet-up. En tout cas, moi, je remercie énormément Bicom d'avoir permis de faire ce meet-up dans leurs locaux. Merci aux 2 intervenants, Amine et puis Vincent, qui ont abordé 2 aspects complémentaires, en fait, sur les GAN. Et bon, je pense que si vous avez des questions à leur poser, vous ne voulez pas parler en public, ce que je peux comprendre, je pense que le pot d'à côté va permettre d'échanger plus encore. Merci beaucoup. Ah voilà, alors 21h30, tout le monde part. Merci.